À 6 heures, heure locale, une vedette d'assaut rapide russe, Bekaziz, était amarrée au quai naval de Sylvestol, ignorant totalement que 6 drones d'attaque Beaver se dirigeaient déjà vers la côte sud de la Crimée avec l'ordre de percer une brèche dans l'anneau radar qui la protégeait. Dans exactement 15 minutes, ce qui avait commencé comme un simple raid de drones allait se transformer en l'une des défaites les plus dévastatrices pour la flotte russe de la mer Noire. À l'insu des opérateurs ukrainiens cependant à 8000 de là, un véhicule de guerre électronique russe, Kasuga-4, venait de s'activer. L'opérateur principal a essayé de déplacer son manche de commande vers la gauche, mais rien ne s'est passé. Puis, 3 secondes plus tard, le drone s'est finalement incliné, manquant de peu de heurter son ailier. 3 secondes peuvent sembler peu, mais à 95 km/h, cela représente 80 mètres de vol à l'aveugle, la différence entre se faufiler entre les bâtiments et s'écraser contre eux. Les données de télémétrie montraient une perte d'altitude sans aucune commande. 190 mètres, 180, 175. À 150 mètres, il s'écraserait contre les falaises le long de la côte. Le Kasuga-4 a pu faire cela en créant ce que l'on appelle un plancher de bruit. Imaginez essayer d'avoir une conversation chuchotée tout en vous tenant à côté d'un moteur d'avion à réaction. Le compteur de puissance du signal sur la console de l'opérateur, affichant habituellement un confortable moins 70 décibels milliwatts, pensez à toutes les barres affichées sur votre téléphone, a chuté à moins 110 décibels milliwatts, une seule barre clignotante qui ne cesse de disparaître. À moins 120 décibels milliwatts, la liaison se coupe complètement et le drone devient une fléchette de jardin très coûteuse. 10 points de perte de signal supplémentaires et cette mission se terminerait avant même d'avoir commencé. Mais l'Ukraine avait appris cette danse au cours de 3 années d'attaques presque quotidiennes. Le drone a commencé le saut de fréquence, passant d'un canal à l'autre parmi 40 canaux différents, chaque seconde selon un schéma que seuls les opérateurs ukrainiens connaissaient. L'opérateur de guerre électronique russe regardait son écran s'illuminer de détection, alors que son équipement essayait de suivre chaque saut, de l'analyser et de rediriger la puissance de brouillage. Le problème était que ce processus prenait 50 millisecondes et que les drones changeaient de fréquence toutes les 25 millisecondes. Ils frappaient toujours là où il se trouvait 2 sauts auparavant, comme essayer d'écraser une mouche qui se téléporte chaque fois que vous levez la main. L'opérateur principal a exécuté une manœuvre de forcement du signal, concentrant toute la puissance de transmission sur une seule fréquence pendant 2 secondes, passant essentiellement d'une lampe de poche à un projecteur de recherche. La vidéo est réapparue, granuleuse et sautant comme une télévision des années 1980, avec une mauvaise réception, mais montrant juste assez. Il y avait le complexe radar, exactement là où les renseignements l'avaient indiqué. 4 installations réparties sur 2 km. Mais au lieu d'un littoral vide, ils ont vu quelque chose qui ne devrait pas être là. À travers les parasites, il a aperçu une antenne radar rotative. Un tourme-2 venait de s'activer et son antenne tournait déjà vers eux. S'il voulait atteindre ce BK-16, il devait d'une manière ou d'une autre survivre à cela d'abord. L'opérateur du tourme-2 avait surveillé son écran toute la matinée, chassant les signatures caractéristiques des drones entrants, de petits contacts radars se déplaçant entre 80 et 120 km/h à moyenne altitude. Des proies faciles pour ces missiles. Son écran ne montrait rien d'autre que des échos de sol et de faux contacts provenant de camions sur l'autoroute côtière. Les drones ukrainiens avaient appris à voler au ras de l'herbe, en dessous de 30 mètres d'altitude, là où la physique du radar s'effondre complètement. À cette hauteur, son radar sophistiqué ne pouvait pas faire la différence entre un drone et un camion de livraison. C'est parce qu'à 30 mètres, chaque impulsion radar frappait le sol et rebondissait avec une telle force qu'elle submergeait le récepteur, comme essayer de voir une luciole devant un projecteur de recherche. L'opérateur est passé en mode indicateur de cible mobile, disant essentiellement à l'ordinateur « Ignorez tout ce qui se déplace à moins de 40 km/h ». Ce n'est probablement pas un drone. La formation ukrainienne a immédiatement ralenti à 35 km/h. Maintenant, ils étaient de nouveau invisibles, se déplaçant trop lentement pour déclencher le filtre, mais trop vite pour être des véhicules terrestres. Ce sont ce genre de jeux qui rendaient les opérateurs russes fous. Chaque contre-mesure avait une contre-mesure. Puis la physique a forcé la main de tout le monde. Des lignes à haute tension s'étendaient à travers la vallée à 25 mètres de hauteur. Les heurter et s'écraser facilement ou grimper par-dessus et devenir visibles. Le drone Beaver de tête est monté à 60 mètres pendant exactement 3 secondes. L'écran de l'opérateur du tour s'est allumé comme un matin de Noël. 6 contacts au cap 247, distance 2,4 km, altitude 60 mètres et en montée.
Ses doigts ont dansé sur les commandes, le lanceur a pivoté pour suivre et le missile 9M3-138 a jailli de son tube. Le missile a accéléré à Mach 2,5 en moins de 2 secondes. C'est 850 mètres par seconde, traversant 1 km avant que vous ne puissiez compter jusqu'à 2. Mais le drone ukrainien plongeait déjà, retombant à 20 mètres comme une pierre jetée d'une falaise. C'est parce que les missiles du Tour ont besoin de 15 mètres d'altitude minimum pour que la fusée de proximité s'arme. C'est une fonction de sécurité pour empêcher l'ogive de détonner juste après le lancement et de détruire son propre véhicule. En dessous de 15 mètres, ce missile sophistiqué ne devient rien de plus qu'une balle de tennis de 165 kg. Le 9M3-138 a hurlé au-dessus de leur tête, sa tête chercheuse, cherchant frénétiquement une cible qui avait disparu dans le fouillis du sol avant de s'autodétruire 8 secondes plus tard dans un nuage de fumée et d'éclats au-dessus d'un champ vide. Cependant, ce n'était pas un secret pour les Russes. Ils avaient positionné 2 batteries Tour pour couvrir cette approche, mais le terrain les avait forcés à s'éloigner de 3 km avec une ligne de crête entre elles. Sur le papier, cela semblait parfait. Chaque tour pouvait voir à 25 km et engager des cibles de 1,5 à 15 km, une couverture chevauchante, aucun espace vide. Mais c'est là que la physique les avait trahis. Les missiles ont besoin de ce 1,5 km pour armer leurs ogives et commencer à effectuer des virages à 30 G. Plus près et ils sont encore en train d'accélérer, se réveillant encore essentiellement. Cela crée 2 cercles d'espace mort, chacun de 1,5 km de rayon autour de chaque véhicule. Les opérateurs ukrainiens avaient découvert quelque chose de magnifique. Si vous voliez exactement entre les 2 tours, en restant à environ 1,4 km de chacun, vous enfiliez un couloir où aucun des deux ne pouvait engager. Trop près pour que leurs missiles s'arment, mais la ligne de crête signifiait qu'ils ne pouvaient pas se repositionner rapidement pour obtenir un meilleur angle. C'est comme marcher entre 2 chiens de garde enchaînés. Obtenez la distance juste, et aucun ne peut vous atteindre. Mais cela signifiait voler parfaitement droit pendant 10 secondes. Aucune évasion, maintenir une distance précise des 2 menaces. Une erreur, dériver de 200 mètres dans n'importe quelle direction, et vous êtes soudainement dans l'enveloppe d'engagement de quelqu'un. À 95 km/h, ces 10 secondes semblaient des heures. Mais se faufiler dans cet écart n'était pas seulement une question de survie. Cela les alignait sur le seul accès sûr vers le port de Sylvestol et le quai où le BK-6 était amarré. Et c'est exactement ce qu'ils visaient. Ils ont foncé droit dans l'espace vide juste au moment où un missile était lancé, passant inoffensivement derrière eux. Mais franchir l'écran des tours signifiait entrer dans quelque chose de pire. Droit devant, un véhicule de défense aérienne Panzerson attendait, son radar déjà verrouillé sur les 6 drones, les peignant avec un rayonnement de ciblage. À 2,5 km, ils entraient dans son enveloppe d'engagement optimale. Et contrairement aux tours, le Panzer était spécifiquement conçu pour détruire les petits drones. L'opérateur du Panzer avait observé la formation de drones dansés à travers la couverture des tours pendant la minute passée, son doigt planant sur le bouton de lancement, étudiant leurs mouvements, apprenant leur modèle d'évasion. À exactement 2,2 km, distance d'engagement classique, il a lancé 2 missiles 57 T6, eux simultanément. Ce n'était pas aléatoire. Les lancements par paire forcent les cibles à s'échapper de manière prévisible. Si un drone vire à gauche pour éviter le premier missile, il vole droit dans le second. Les missiles ont explosé hors de leur tube, à Mach 3, traversant le premier kilomètre, avant même que les opérateurs ukrainiens ne traitent l'avertissement de lancement. 1 km par seconde signifiait que la physique n'était pas du côté de l'Ukraine. Le premier missile s'est verrouillé sur le 3e drone de la formation en suivant les commandes de direction téléchargées depuis le radar du Panzer pour la phase initiale. Pendant 1,5 secondes, le missile a volé par télécommande, puis a basculé sur son autodirecteur infrarouge pour le guidage terminal. C'est là que tout a mal tourné pour les Russes. Le 57 T-ISE a été conçu dans les années 1990 pour détruire des avions de chasse. De gros tubes en aluminium avec des moteurs brûlants à 600 degrés Celsius qui se détachaient sur le ciel comme des fusées éclairantes. Ces drones ukrainiens avaient des moteurs électriques fonctionnant à 40 degrés, seulement 5 degrés plus chaud que l'air du matin. Les autodirecteurs infrarouges balayaient d'avant en arrière en arc de plus en plus désespérés, chassant une chaleur qui existait à peine. Comme essayer de trouver une flamme de bougie dans une pièce pleine d'ampoules. Le 3e opérateur de drone a encaissé 6 G dans un virage incliné. Assez de force pour que la cellule en composite craque de manière audible dans le flux vidéo. Le missile est passé à 8 mètres au-dessus, assez près pour que la caméra capte la traînée d'échappement.
La fusée de proximité conçue pour détecter l'aluminium des avions et déclencher l'ogive a complètement manqué la construction en composite de fibre de carbone. Pas de détonation, juste une fusée coûteuse continuant dans le ciel jusqu'à ce que la physique la ramène au sol. Le second missile a trouvé le 5e drone de la formation. Cette fois, la fusée de proximité a fonctionné. L'ogive a détonné à 12 mètres de distance, se transformant en une sphère en expansion de 200 fragments de tungstène. La plupart ont manqué, mais 3 fragments ont transpercé le fuselage. Le flux vidéo a commencé à tourner follement. Ciel, sol avant de couper vers des parasites statiques. Première perte. L'opérateur du Panzer a immédiatement lancé 2 autres missiles. Le 3e drone, récupérant encore de sa manœuvre à 6G, n'a pas pu s'échapper 2 fois. Un impact direct l'a transformé en une brève boule de feu orange et en débris tombants. 2 drones abattus en 5 secondes. 4 survivants pressant vers l'avant. Le double canon automatique de 30 mm du Panzer s'est mis à tourner avec un gémissement mécanique. Chaque canon cyclant à 2500 coups par minute. C'est 83 obus explosifs par seconde par canon, remplissant le ciel d'acier. L'ordinateur de ciblage a exécuté ses calculs. Drones à 1800 mètres. Vitesse 4, 20-15 km/h. Angle de croisement 30 degrés. Avec des obus voyageant à 850 mètres par seconde, ils avaient besoin de 2,1 secondes pour atteindre les cibles. Dans ces 2,1 secondes, un drone pouvait parcourir 55 mètres. Donc l'ordinateur visait 55 mètres devant. Des mathématiques parfaites. Mais cela supposait que les cibles voleraient de manière prévisible. Au lieu de cela, toutes les 1,5 secondes, les opérateurs envoyaient des commandes aléatoires. Plonger à gauche, monter à droite, roulis et inclinaison. Jamais 2 fois le même schéma. L'ordinateur de ciblage du Panzer avait besoin d'exactement 1,5 secondes de vol stable pour générer une solution de tir. Il ne les a jamais eus. Le système résolvait perpétuellement le problème d'hier, visant là où les drones étaient 2 secondes plus tôt, pas là où ils allaient. Le tireur russe a abandonné l'assistance par ordinateur, passant au contrôle manuel et ajustant son tir selon des motifs en spirale expansive, espérant que les statistiques réussiraient là où la précision avait échoué. Les éclats d'obus ricochaient sur les coques en composite comme une grêle mortelle. Un fragment a déchiré la surface de contrôle du 2e drone, créant immédiatement une traction constante vers la gauche que l'opérateur devait combattre chaque seconde. Mais la physique a des règles que même la meilleure défense aérienne ne peut enfreindre. À 500 mètres de distance, les drones ont plongé à seulement 10 mètres d'altitude. Hauteur de la cime des arbres, les canons du Panzer ne pouvaient physiquement pas s'abaisser en dessous de -5 degrés sans heurter la propre coque du véhicule. À cette portée et à cette hauteur, la simple trigonométrie plaçait les drones dans un angle mort intouchable. 4 survivants ont traversé, le complexe radar se profilant devant. Les canons se sont tus, incapables de suivre des cibles qu'ils ne pouvaient physiquement pas viser. Le système de défense aérienne le plus avancé de l'arsenal russe vaincu par la géométrie de base. La route vers le BK-16 russe semblait être ouverte. Mais fidèles à la forme russe, ils avaient toujours une sauvegarde manuelle. 3 soldats russes avec des missiles tirés à l'épaule Ilga étaient accroupis entre des barrières en béton depuis le premier avertissement, regardant l'engagement du Panzer, sachant qu'ils étaient la dernière ligne de défense avant le complexe radar. Le soldat de tête a allumé son lanceur. L'unité de refroidissement bourdonnant, alors que l'azote liquide faisait chuter l'autodirecteur infrarouge à -196 degrés Celsius, assez froid pour transformer l'air en liquide, nécessaire pour détecter les infimes différences de température entre l'aéronef et le ciel. Il a trouvé le drone ukrainien de tête dans son viseur à 800 mètres, attendant la tonalité de verrouillage solide qui signifiait un coup garanti. Au lieu de cela, son oreillette gazouillait comme un détecteur de fumée mourant. Tonalité solide pendant 1 seconde, rien pendant 2, gazouillis faible pendant 1. La pathétique signature thermique du drone ne cessait de disparaître dans l'arrière-plan. Lorsqu'il volait au-dessus de l'eau, rayonnant encore la chaleur d'hier à 38 degrés, ses moteurs à 40 degrés disparaissaient complètement. Mais lorsqu'il traversait au-dessus de la Terre à 33 degrés, il y avait soudainement un contraste marginal. Arrière-plan d'eau, pas de verrouillage, arrière-plan de terre, verrouillage faible. L'autodirecteur chassait quelque chose qui n'existait pas thermiquement. C'est parce que l'Ilga a été conçu pour détruire des hélicoptères et des jets avec des températures d'échappement dépassant 300 degrés. Pas des modèles réduits d'avions glorifiés avec des moteurs plus froids qu'un ordinateur portable. Sa tête chercheuse s'attendait à trouver des panaches de chaleur, le souffle d'un réacteur, tout ce qui criait « Je suis un aéronef ».
contre le ciel. Ces drones chuchotaient leur présence, thermiquement parlant. Le soldat a tiré quand même, espérant que la fusée de proximité du missile compenserait le faible verrouillage. Une prière plus qu'une tactique. Le missile a filé, ses têtes chercheuses balayant en cercle de plus en plus désespérés, chassant des signatures thermiques fantômes créées par l'inversion de température matinale. Cette condition atmosphérique étrange où l'air chaud repose sur l'air froid, créant des mirages faits de température au lieu de lumière. Le missile a viré vers une poche d'air chaud, puis une autre, avant de s'écraser inoffensivement dans l'eau 50 mètres derrière le drone inconscient. Les deux autres soldats ont abaissé leurs lanceurs sans tirer. Si un ILGA ne pouvait pas maintenir le verrouillage dans ces conditions, ils échoueraient tous. Ils ont regardé, impuissants, les drones s'aligner sur leurs cibles. Toutes les défenses épuisées, il ne restait plus que des tirs d'armes légères qui avaient presque zéro chance de succès. À 6h15, le drone Beaver de tête a atteint le radar d'alerte précoce P-18TAC. Le système qui pouvait détecter des aéronefs à 360 km, donnant à Sylvestol 15 minutes d'avertissement de toute attaque entrante. Sans ce radar, tout le réseau défensif serait aveugle aux menaces, jusqu'à ce qu'elles soient pratiquement au-dessus de leur tête. Le drone a plongé droit sur le réseau d'antennes rotatifs, accélérant à la vitesse maximale pour l'approche finale. Lorsqu'il a frappé, la charge creuse de l'ogive a détonné, créant ce que les ingénieurs en armement appellent l'effet Monroe. Le cône de cuivre à l'intérieur s'est effondré en un jet hypersonique, se déplaçant à 8000 mètres par seconde. 20 secondes plus tard, le second drone s'est aligné sur le radar de surveillance Nebo-U, le joyau de la technologie radar russe qui pouvait soi-disant suivre des avions furtifs à 600 km et coordonner chaque batterie SAM en Crimée. Détruire cela serait comme crever l'œil qui surveillait toute la mer Noire. Chaque soldat dans un rayon de 500 mètres a ouvert le feu. Des mitrailleuses PKM, des A-47, même des pistolets. Les mathématiques pour toucher une cible se déplaçant à 95 km/h à 300 mètres de distance signifiaient qu'ils auraient aussi bien pu lancer des pierres. Mais ils ont essayé quand même. Le drone s'est écrasé dans le réseau à commande de face du Nebo. La charge creuse transformant des centaines d'éléments radars, précisément calibrés en confettis métalliques coûteux qui ont plu sur le complexe. Le troisième drone, celui avec les surfaces de contrôle endommagées qui tirait constamment à gauche, a lutté vers le radar d'engagement N6L6E Cheeseboard. C'était le cerveau du Squatre 100, le système qui transformait ces véhicules lanceurs de tubes coûteux en le meilleur système de défense aérienne de la Russie. Sans ce radar, 32 missiles valant 500 millions de dollars deviendraient inutiles. Incapable de suivre ou d'engager une cible, un canon anti-aérien ZU-2 avait été traîné en position. Ces canons jumelés pulvérisant des obus de 23 mm selon des motifs de boîte prédéterminés. Le drone a volé à travers la pluie d'acier, impactant quelques instants plus tard. Des explosions secondaires ont ondulé à travers l'installation alors que les banques de condensateurs se déchargeaient et que les systèmes d'alimentation tombaient en panne en cascade. Avec toutes les cibles primaires détruites, le drone final a viré vers le quai naval où un patrouilleur Bekazaïs était amarré. Ces bateaux étaient les chasseurs des forces spéciales ukrainiennes, transportant 10 à 9 fusiliers marins pour une réponse côtière rapide, armée de mitrailleuses et de lance-grenades. Chaque bateau perdu signifiait une force de réaction rapide de moins pour défendre contre l'infiltration. Quelques secondes plus tard, malgré les tirs entrants des sentinelles à bord, le drone final a frappé au milieu du navire, détonnant juste sous la ligne de flottaison. En l'espace de 15 minutes, l'Ukraine avait porté un coup énorme aux défenses aériennes russes autour de Sylvestol, ouvrant la voie à la destruction continue de la flotte de la mer Noire.